Tia Fina continuait de m'amener avec elle les après-midi et j'appréciais énormément ses sorties. Mais j'étais devenue une enfant timide. Je ne parlais pas beaucoup et bien souvent je répondais aux questions avec beaucoup de retenue. C'était comme si je m'interdisais de faire trop de bruit, de trop me faire remarquer. Je n'avais toujours pas d'amis de mon âge parce que chaque fois que je rencontrais d'autres enfants, je n'osais pas m'approcher d'eux et chaque fois qu'ils me parlaient, je les regardais sans répondre, extrêmement gênée. Je sentais que tout le monde me plaignait et je n'aimais pas ça. Je ne reconnaissais pas mes amis d'avant et eux ne me reconnaissaient pas non plus. Il n'y avait plus aucun contact entre eux et moi, nous n'avions plus rien en commun. J'étais la fille que sa mère a abandonnée, et chacun se demandait ce qu'il adviendrait de lui si sa mère faisait la même chose. Et chacun se demandait ce que j'avais pu faire de si terrible pour que ma maman m'abandonne. Je n'avais pas d'amis de mon âge, mais je devrais plutôt dire que je n'avais pas d'amis du tout. L'ennui me reprit. Je regardais la porte de la petite maison abandonnée au fond du patio avec un sentiment de nostalgie. J'imaginais la vie de Cucarachita, là-bas, en train de pousser sa boule de manger, comme il me l'avait dit lui-même. Et moi qui n'avais plus personne avec qui parler. Cependant, un dimanche après-midi, je vécus une nouvelle aventure désagréable. Tia Fina, son fiancé et mes oncles Manuel et Raphaël partirent voir une novillada. C'était une corrida avec un très jeune taureau. Ils me proposèrent de les accompagner. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était une corrida. Tout ce que j'en savais, c'était que mon père en parlait comme d'une barbarie. Ma grand-mère n'avait pas très envie que j'y aille, disant que ce n'était pas un spectacle pour les enfants. Mais moi, je fus transportée à l'idée de voir quelque chose qui était de la barbarie. En réalité, je ne savais pas ce que ce mot voulait dire, mais je supposais que si ma tante et mes oncles y allaient, c'est que ça devait être génial. Peut-être un truc interdit aux enfants, mais excitant, puisque réservé aux adultes. Devant mon insistance, ma grand-mère accepta. Je me revois entrant dans l'arène. Il y avait un monde fou. Les gens étaient surexcités. On sentait la joie et l'allégresse. Mes émotions se mirent à l'unisson de celles des autres et j'éprouvais une excitation joyeuse. Je sautais de joie en voyant les gradins, les gens qui chantaient, toutes les couleurs, les drapeaux, sans compter le bruit qui me transportait. Puis, le silence se fit et une musique puissante, un paso doble, emplit l'air. Pour ceux qui aiment danser le paso doble, sachez que cette musique a été composée pour accompagner les corridas. Bref, j'étais émerveillée. Un monsieur habillé avec un costume à paillettes, brillant de 1000 couleurs. En réalité, il n'y en avait pas tant que ça des couleurs. Mais moi, j'avais l'impression de voir un arc-en-ciel arriver. Entra dans l'arène et fit le tour en saluant tout le monde avec un petit chapeau noir très bizarre mais pas moche. Quoique, aujourd'hui, je le trouve parfaitement ridicule. Puis un bébé taureau entra à son tour. Je fus surprise de voir un bébé taureau là-dedans. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Lorsque le monsieur à paillettes commença à agiter une cape devant le taureau, je restais perplexe devant ce spectacle que je n'aimais pas du tout. J'étais déçue. Un autre monsieur à paillettes arriva avec des bâtons pointus, des banderilles, et en courant les planta dans le cou du taureau. Je sentis la piqûre dans mon propre cou. Cela me fit tressaillir de douleur. Je ne regardais plus, j'étais au bord de la crise de nerfs. Tout le monde criait autour de moi, hurlait des choses en direction des messieurs à paillettes. Moi, je baissais la tête, essayant de ne plus rien entendre.
D'un coup, je vis le premier monsieur à paillettes, celui qui avait salué le public, prendre une épée. J'écarquillais les yeux, je me demandais ce qu'il allait faire avec cette épée, quand je le vis s'approcher de Torito. Depuis l'arrivée du jeune taureau dans l'arène, je l'avais appelé Torito, petit taureau, et je lui parlais dans ma tête. Je lui demandais « Torito, que se passe-t-il? Que fais-tu là ?» Torito leva les yeux et me regarda. Il y avait une telle douceur dans son regard, et une telle incompréhension aussi. Il se demandait ce qu'il se passait dans cet endroit. Je ne pouvais pas répondre à son interrogation moi-même, car j'ignorais ce que nous faisions dans cet endroit surexcité. À ce moment-là, le monsieur à paillettes planta l'épée dans son cou. Je hurlais de douleur. Je poussais un cri d'animal blessé. Torito n'était pas mort, alors le monsieur replanta, encore et encore, l'épée dans son cou. Je hurlais et je pleurais, puis je m'évanouis. La douleur avait été la plus forte. Je me réveillais dans les bras de ma tante. Tout le monde était autour de moi. La corrida était finie. On me ramena à la maison. J'étais en état de choc. Il est curieux aujourd'hui de remarquer que pour ma propre brûlure je ne souffrais pas et que pour la blessure de Torito, la douleur que j'avais ressentie était tellement intolérable que je m'étais évanouie. Ma grand-mère leur passa à tous les quatre le savon de leur vie. Je le savais qu'elle ne devait pas y aller, que ce n'est pas un spectacle pour les enfants. Vous vous rendez compte, sensible comme elle est? Vous n'avez pas honte? Ils étaient penauds et se sentaient coupables. Pourtant, je sais que ce n'était pas leur faute. J'avais la capacité de ressentir la souffrance des animaux, et ça, ils ne pouvaient pas le savoir. Ils ne m'en voulurent pas du scandale que j'avais formé dans l'arène de Barcelone. Ils étaient désolés pour moi. Avant que vous ne portiez un jugement trop sévère sur l'Espagne et les Espagnols concernant la corrida, sachez que Barcelone a interdit la corrida alors que le sud de la France l'autorise toujours, y compris la mise à mort des taureaux. Ma grand-mère me demanda ce qu'il s'était passé, puisque le médecin appelé à mon chevet n'avait rien diagnostiqué de fâcheux. Je lui répondis que j'avais eu très mal au cou lorsque le monsieur à paillettes avait planté l'épée dans le cou de Torito. Elle ne comprenait pas ce que je racontais, et moi je ne comprenais pas pourquoi tous les autres n'avaient pas senti la même chose que moi. Je pleurais en disant que le vecino ne pensait qu'à tuer les souris, ce qui avait obligé Ratoncito à fuir, que Tio Raphaël, qui m'avait découverte dans la petite maison du patio, avait hurlé de dégoût en me voyant jouer avec Cucarachita et que pour finir, on faisait des fêtes pour faire du mal à Torito. Je lui parlais des longues conversations que j'avais eues avec Ratoncito et que maintenant je n'avais plus aucun ami avec qui parler. Ma grand-mère m'aimait, mais elle était aussi quelqu'un de pragmatique et elle ne voulait pas que je finisse en hôpital psychiatrique. Alors elle mit en place un plan d'action. Elle ne chercha pas à me convaincre que les animaux ne parlaient pas, car elle savait qu'elle n'y arriverait pas et que plus jamais je ne lui confierais quoi que ce soit d'intime. Elle préférait que je rêve, plutôt que je me referme sur moi. Aussi, les seules paroles qu'elle me dit furent « Ne dis à personne que les animaux te parlent, car tu sais que personne n'est aussi intelligent que toi dans ce monde. » Je restais silencieuse. « Promets-moi que tu ne diras à personne que les animaux te parlent. » Des fois, je ne comprenais rien à ce qu'elle disait. Pourquoi ? Parce que personne ne peut comprendre ça. Pourquoi ? Parce que tu es la seule personne que je connaisse à savoir parler avec les animaux et les autres n'aiment pas ceux qui sont différents d'eux. Promets-moi que tu ne le diras à personne. Même pas à Tia Fina ? Même pas. Même pas à Tio Raphaël ni à Tio Manolo ? Même pas. Même pas à Yayo ? Encore moins à lui. D'accord. Promets-le-moi, dit Yaya, je te le jure, par ce que j'ai de plus cher au monde. Je n'ai rien de plus cher au monde. Si, tu as quelque chose de plus cher au monde.
Tu as un ratoncito quelque part qui pense à toi et au bonheur que tu lui as donné chez les voisins quand tu lui parlais. Pour lui et pour tous les ratoncitos de la terre, dis « Yaya, je te le jure, par ce que j'ai de plus cher au monde. » Yaya, je te le jure, par ce que j'ai de plus cher au monde. Je tins parole. Ma grand-mère avait bien compris que je n'avais plus aucun ami avec qui parler et elle décida que ça devait changer. Et ça changea.